Mon frère a pris ma femme et mes parents les ont défendus. On ne peut pas faire obstacle au véritable amour, pardonner et aller de l'avant. Alors, je suis sorti avec son ex-femme pour me venger et je l'ai regardé tomber. Tu veux savoir si c'est mal de sortir avec l'ex-femme de mon frère? C'est la question que ma famille me hurle à travers 100 emails jetables différents et numéros bloqués. Est-ce mal? Mec, tu n'as aucune idée. La question n'est pas de savoir si c'est mal. La question est de savoir si c'est un chef-d'œuvre parce que ce qu'ils prennent pour une coïncidence malsaine, un acte tordu du destin, est en fait le dernier acte d'une pièce de théâtre de 5 ans que j'ai écrite, mise en scène et dans laquelle j'ai joué. Ils réalisent seulement maintenant qu'ils sont le public, et le rappel est un pour vraiment comprendre, vous ne pouvez pas commencer par moi assis sur un canapé en Australie, regardant le visage de mon frère s'effondrer en me voyant avec son ex-femme. Il faut revenir au début, sur un autre canapé chez mes parents, lors d'une soirée qui ressemblait à n'importe quelle réunion de famille sans âme. J'avais 28 ans, marié depuis 8 mois à Evelyne, ma petite amie de fac. On était ensemble depuis 4 ans avant ça. Tout allait bien. C'était comme ça. On sort ensemble à la fac, on obtient son diplôme, on trouve du travail, on se marie. C'est la liste des choses à faire dans la vie, non? Evelyne était belle, intelligente, ambitieuse. De l'extérieur, on formait le couple parfait. Mais avec le recul, notre relation était comme une maison témoin. Elle avait l'air superbe sur les photos, mais personne n'y vivait vraiment. Il n'y avait pas de réelle profondeur, pas de véritable passion. Juste 2 personnes qui faisaient semblant parce que ça semblait être la bonne chose à faire. Mon frère Jackson est la star de cette tragédie. Il a 2 ans de plus que moi et, aux yeux de mes parents, il marche sur l'eau. C'est l'enfant chéri. Celui qui est parti à l'université en Angleterre, a obtenu un diplôme prestigieux et y est resté pour travailler. Il était le succès international, tandis que j'étais le fils fiable et ennuyeux qui restait à la maison. Le favoritisme n'était pas subtil. C'était un véritable coup de massue. Il parlait de la brillante carrière de Jackson pendant que je concluais des contrats importants dans ma propre entreprise. Ils encadraient des photos de lui en train de parier sur la caméra pendant que ma photo de mariage prenait la poussière sur une table basse. Je n'étais pas jaloux. J'étais juste fatigué. J'avais vécu dans son ombre toute ma vie et j'avais appris à trouver ma propre lumière. Alors, quand Jackson a annoncé son retour à la maison pour créer sa propre entreprise, le veau gras a été abattu. Les célébrations étaient interminables. Dîner, fêtes, barbecue, mes parents insistaient pour qu'Evelyne et moi soyons de tous. Nous devons être une famille, disait ma mère, sa voix teintée de ce ton familier d'ordre affectueux. Jackson est parti si longtemps. Il a besoin de son frère. Ce dont il avait apparemment besoin, c'était de ma femme. Il n'avait rencontré Evelyne que quelques fois auparavant, lors de vacances et autres. Il n'était même pas à notre mariage, trop occupé par un projet majeur, avait-il dit. Mais maintenant, en les voyant dans la même pièce chaque semaine, je commençais à remarquer des choses. La façon dont son regard s'attardait sur elle une seconde de trop. La façon dont elle riait un peu trop fort à ses blagues médiocres sur la météo britannique. Je me disais que j'étais paranoïaque. C'était Jackson, le dieu de la famille. Et c'était Evelyne, ma femme. Mon cerveau refusait de faire le lien. Le soir où tout a dérapé, c'était lors d'une de ces fêtes de bienvenue. La maison était pleine d'amis de mes parents, tous aux anges devant Jackson. Evelyne s'est excusée pour aller aux toilettes. 1 minute plus tard, Jackson a marmonné quelque chose comme quoi il ne se sentait pas bien et est monté dans son ancienne chambre pour s'allonger. 10 minutes ont passé. Puis 15, une petite sonnette d'alarme a retenti dans ma tête. Un petit bip discret et lancinant. Je vais juste voir comment va Evelyne, ai-je dit à ma mère. Je montais l'escalier, mais pas étouffé par l'épais tapis. Je vérifiais la salle de bain principale. Vide. Je traversais le couloir, passant devant l'ancienne chambre de Jackson. La porte était fermée. Puis j'arrivais dans la chambre principale de mes parents, au bout du couloir. La porte était entr'ouverte. Et de l'intérieur, j'entendis un léger rire. Le rire d'Evelyne. Mon sang se glaça. C'était comme de l'eau glacée qui inondait mes veines. Je ne frappais pas. Je ne l'appelais pas. Je poussais simplement la porte. Ils n'eurent même pas la décence d'avoir l'air honteux. Pas au début. Ils étaient sur le lit en train de s'embrasser. Juste un baiser, Dieu merci.
Mais c'était le genre de baiser qui prélude à bien d'autres. Sa main était emmêlée dans ses cheveux. Sa robe était légèrement remontée sur sa cuisse. C'était une scène de trahison si désinvolte et si profonde que j'en eus le souffle coupé. Ils se figèrent en me voyant. Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent. Jackson avait l'air agacé, comme si j'avais interrompu son émission préférée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé ni jeté d'objet. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Et ce qui a surgi pour combler ce vide n'était pas une rage brûlante et désordonnée. C'était une clarté froide et cristalline. Je les ai vus pour ce qu'ils étaient exactement, un connard égoïste et prétentieux, une femme prête à échanger 8 mois de mariage et 4 ans d'histoire contre un frisson facile avec un frère meilleur que lui. Je les ai juste regardés, j'ai croisé le regard de Jackson, puis celui d'Évéance. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste lentement, délibérément, fermé la porte, les laissant ensemble dans la pièce. Le clic du loquet a été le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu. J'ai redescendu les escaliers, dépassé les invités qui riaient, suis sorti par la porte d'entrée et suis monté dans ma voiture. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé chez une amie et je me suis saoulé. La procédure de divorce a commencé le lendemain. Bien sûr, j'ai raconté ce qui s'était passé à mes parents. Je l'ai exposé avec froideur et rigueur. Je m'attendais à un choc, à une déception face à leur fils chéri, peut-être même à une défense de moi, leur autre fils moins brillant. Ce que j'ai eu, c'est la trahison ultime, celle qui a anéanti tout l'amour qu'il me restait pour eux. Nous sommes très tristes que cela soit arrivé, bien sûr, a dit mon père en ajustant ses lunettes, le regard ailleurs que vers moi. Mais on ne peut pas faire obstacle au véritable amour. S'ils étaient faits pour être ensemble, ils étaient faits pour être ensemble. Il faut trouver dans son cœur la force de leur pardonner et d'aller de l'avant. Le véritable amour. Ils appelaient cette petite bévue dans leur chambre le véritable amour. Ils m'ont demandé, à moi, le mari trompé, le frère trahi, de leur pardonner. C'était fini. Ce jour-là, j'ai divorcé de toute ma famille. Je les ai tous coupés du monde. Mes parents, mes cousins, tout le monde. La seule ligne de communication que je maintenais ouverte, c'était avec ma tante Carole. C'était la sœur cadette de ma mère, le mouton noir de la famille. Elle avait un côté cynique invétéré et avait toujours perçu le favoritisme flagrant de mes parents pour ce qu'il était. Elle était ma seule alliée et elle est devenue mon agent de renseignement. Quelques semaines après ma demande de divorce, tante Carole m'a appelé, la voix empreinte d'un délicieux commérage venimeux. « Tu ne vas pas me croire », m'a-t-elle dit. L'heureux couple est en difficulté. Il s'est avéré que Jackson n'avait aucune intention de rester avec Evelyn. Pour lui, ce n'était qu'un jeu, une conquête, une façon de prouver qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait, même de son propre frère. Mais mes parents, dans leur infinie sagesse, avaient déjà commencé à parler d'un mariage avec les parents d'Evelyn. Un mariage rapide et discret pour arranger les choses. Et voilà le hic, Jackson était déjà marié. Pas un grand mariage religieux, mais un concubinage en Angleterre. Il avait mis enceinte sa petite amie d'université, et ses parents, très traditionnalistes, avaient insisté. Il avait une femme et un fils, toute une famille secrète. Son plan était de lancer son entreprise ici et de la déménager quelques mois plus tard. Evelyn n'était pas dans le coup. Elle n'était qu'un détour imprudent. Lorsqu'il leur a annoncé cela, le cœur d'Evelyn a visiblement été brisé. Elle avait laissé tomber son mariage pour un homme qui la voyait comme une aventure jetable. Mes parents, horrifiés par le scandale potentiel, ont immédiatement coupé les ponts avec elle et sa famille. Ils ont fait bloc autour de Jackson, leur pauvre garçon incompris qui venait de commettre une erreur stupide. Mais Evelyn n'allait pas partir sans rien dire. Et c'est là qu'une part d'ombre en moi l'a admirée. Elle a creusé un peu. Elle a découvert le nom de la femme de Jackson en Angleterre. Appelons-la Chloé. Et Evelyn lui a envoyé un long email détaillé, avec les dates, les heures et les détails de la liaison. Elle a réduit la vie de Jackson en miettes. Tante Carole m'a tenu au courant. Chloé, comme on pouvait s'y attendre, a pété les plombs. Elle a demandé la garde exclusive de leur fils et, l'infidélité de Jackson étant désormais avérée, les tribunaux britanniques lui ont donné raison. Elle a refusé de déménager en Australie. Jackson a perdu sa femme et, à toutes fins utiles, son fils. On lui a accordé un droit de visite, mais prendre l'avion pour l'Angleterre tous les 2 ou 3 mois pour un week-end n'était pas pratique. Il m'avait conquise, mais ce faisant, il avait perdu tout ce qui comptait.
Entendre cela m'a procuré une satisfaction froide et sombre. C'était justice, mais ce n'était pas ma justice. C'était désordonné, chaotique, et motivé par l'orgueil blessé d'Evelyn. Ce n'était pas suffisant. C'était loin d'être suffisant. Jackson avait pris ma vie à la légère, arrachant mon mariage et ma famille. J'ai décidé sur le champ de lui rendre l'appareil, mais sans utiliser de scalpel. J'allais utiliser une boule de démolition, et j'allais passer des années à la construire. Le long terme, c'est la partie que personne ne connaît. Ni mes amis, ni même tante Carole. Même si elle n'était qu'un pion involontaire. Pendant les 5 années qui ont suivi, je ne me suis pas contenté de tourner la page. Je me suis préparé. De l'extérieur, j'étais le célibataire prospère qui se concentrait sur sa carrière. J'ai travaillé dur, obtenu des promotions et me suis bâti une réputation dans mon domaine, la logistique internationale. Mais intérieurement, j'étais un général qui planifiait une guerre. Tante Carole était mon canal de communication. Toutes les 2 semaines, nous nous appelions. « Comment vas-tu, mon chéri ?» demandait-elle. « Oh, tu ne devineras jamais ce que ta mère disait des voisins. » Et puis elle en venait aux choses sérieuses. Elle me parlait des difficultés de l'entreprise de Jackson, de sa vie solitaire dans la grande maison que mes parents l'avaient aidé à acheter, des appels vidéo tristes et rares avec son fils Léo. Et cette pauvre Chloé Carole soupirait. Tes parents parlent d'elle comme d'une sorte de sorcière vindicative qui éloigne Léo de son père. Tu imagines un tel culot? Non, je n'y arrive pas tante Carole, disais-je calmement en prenant des notes avec frénésie. J'ai tout appris. J'ai appris que Chloé avait déménagé à Sydney, en Australie, pour se rapprocher de sa sœur qui y vivait. J'ai appris qu'elle était graphiste indépendante depuis chez elle. J'ai appris le nom du parc où elle emmenait Léo tous les après-midi. J'ai appris le nom de son café préféré, celui qui proposait de bons lattes au lait d'amande. J'ai même eu une photo d'elle un jour. Tante Carole l'avait découverte sur Facebook grâce à une connaissance commune et, pensant qu'elle ne faisait que satisfaire ma curiosité, m'a envoyé une capture d'écran. Elle était belle, mais d'une toute autre manière qu'Evelyn. Il y avait de la force dans ses yeux, une résilience tranquille. J'ai regardé la photo d'elle et du petit Léo sur la plage, et je n'ai pas vu une victime. J'ai vu une cible. Non, ce n'est pas ça. J'ai vu la clé. Elle était la clé de tout. Mon entreprise avait un bureau à Sydney. Pendant 2 ans, je me suis démené. Je me suis rendu indispensable. Je suis devenu la personne de référence pour tous les comptes transpacifiques. Et puis j'ai franchi le pas. Je n'ai pas attendu qu'une promotion me soit proposée. J'ai rédigé une proposition, un plan détaillé de plusieurs pages expliquant comment je pourrais accroître mon efficacité et mes profits en dirigeant moi-même la division australienne. J'ai créé ma propre promotion. Je l'ai présentée à mes supérieurs comme une brillante évolution de carrière. Ils y ont vu de l'ambition. C'était une obsession. Il y a 6 mois, j'ai atterri à Sydney. J'ai dit à tout le monde que c'était pour le poste. Moi seul connaissais la véritable raison pour laquelle j'avais déménagé toute ma vie à 10 000 mètres à l'autre bout du monde. J'ai simplement observé la démarche du premier mois. J'ai trouvé un appartement près du quartier dont Carole m'avait parlé. J'allais au café qu'elle aimait, The Daily Grain, et je travaillais simplement avec mon ordinateur portable. Je l'ai vue 3 ou 4 fois. J'ai planifié sa routine. Je savais qu'elle arrivait vers 10 heures après avoir déposé Léo à l'école. Je savais qu'elle s'asseyait toujours à la petite table près de la fenêtre. Je devais préparer la viande à la perfection. Cela ne semblait pas planifié. Cela devait ressembler au destin. Le jour que j'ai choisi était un mardi. Je l'ai vue entrer et se diriger vers sa table habituelle. Juste au moment où elle allait s'asseoir, j'ai heurté par mégarde un serveur, en voyant un plateau de café s'écraser au sol. Dans le chaos qui s'en est suivi, je me suis précipité à sa table. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé », ai-je dit en regardant le désordre autour de moi. « Ça te dérange si je me cache ici en attendant que la chaleur se calme ? Je me sens mal. » Elle a levé les yeux, surprise, puis a esquissé un petit sourire las. « Vas-y. C'est la plus grande effervescence de la semaine ici. » Et comme ça, j'étais dedans. On a commencé à discuter. J'étais charmant. J'étais drôle. J'étais tout ce que j'avais appris à être dans ma tête pendant des années. J'ai utilisé ce que je savais. Je savais qu'elle était graphiste indépendante, alors j'ai parlé des difficultés du télétravail.
Je savais qu'elle avait un fils, alors j'ai parlé de mon neveu à la maison et de combien il me manquait. Je construisais un pont avec elle, brique par brique, grâce aux informations que j'avais accumulées pendant des années. Je l'ai invitée à prendre un vrai café le lendemain. Elle a hésité, puis a accepté. Ce café s'est transformé en déjeuner. Le déjeuner s'est transformé en promenade au parc, le même parc où je savais qu'elle avait emmené Léo. Et pile à l'heure, l'école était finie et elle a dû aller le chercher. « Tu veux venir le voir ?» a-t-elle demandé, presque timide. C'est un vrai casse-tête. Je te préviens. J'adorerais, ai-je dit, le cœur battant la chamade. C'était ça. Léo était un garçon génial, un peu timide au début, mais intelligent et drôle. Je n'en ai pas fait trop. Je l'ai juste traité comme une personne. Je lui ai demandé quels étaient ses super-héros préférés. Je savais par Carole qu'il adorait Captain America. J'étais moi-même un grand fan. Son regard s'est illuminé. Échec et mat. Premier pas. Au cours des mois suivants, Chloé et moi sommes devenus une relation. Une vraie relation. Et voilà le rebondissement que je n'avais pas prévu. La seule variable que je n'avais jamais prise en compte dans mon équation. J'ai commencé à craquer pour elle. Pour de vrai. Ce n'était plus seulement une question de plan. J'adorais son humour pince sans rire. J'adorais la façon dont elle se mordillait la lèvre lorsqu'elle se concentrait sur un dessin. J'admirais sa farouche indépendance, la façon dont elle avait reconstruit sa vie sur les cendres laissées par Jackson. Elle était tout ce qu'Evelyn n'était pas, authentique, gentille, battante, et je lui mentais à chaque seconde de chaque jour. La culpabilité était un poids physique. Mon plan de vengeance parfait et froid était contaminé par des émotions réelles et confuses. Je savais que je devais lui dire une partie de la vérité. C'était un risque calculé. J'avais besoin de voir comment elle réagirait, et je devais le faire avant qu'elle ne l'apprenne autrement. À notre 6e ou 7e rendez-vous, j'ai pris une grande inspiration. Il faut que je te dise quelque chose à propos de mon divorce, ai-je dit d'une voix plus posée que je ne le pensais. Je lui ai raconté l'histoire, la version aseptisée. Ma femme m'a trompé avec mon frère. Ce fut un divorce compliqué. J'ai omis les noms. Je me suis présenté comme la victime au cœur brisé qui a déménagé en Australie pour prendre un nouveau départ. Elle écoutait attentivement, les yeux emplis d'une compassion qui me faisait l'effet d'un tisonnier brûlant sur la peau. Puis elle me raconta l'histoire de son ex-mari, l'homme avec qui elle avait bâti sa vie en Angleterre, qui était retourné dans son pays natal et avait eu une liaison avec la femme de son frère. Nous nous sommes regardés fixement de l'autre côté de la table. Le silence était assourdissant. Mon léger choc a dû être convaincant, car son visage exprimait une incrédulité absolue. « Non, murmura-t-elle. C'est impossible. Mon frère s'appelle Jackson, dis-je d'une voix à peine audible. Son visage pâlit. La femme s'appelait Evelyn. Le rendez-vous prit fin sur le champ. C'était gênant, brutal et horrible. Pendant 2 semaines, nous ne nous sommes pas parlé. J'étais à l'agonie. Je pensais que tout mon plan venait de m'exploser au visage. J'avais perdu ma chance de me venger, pire encore, je l'avais perdue. Puis elle a appelé. Je n'arrête pas de penser, dit-elle d'une voix faible. À quel point c'est dingue, mais je n'arrête pas de penser à nous. Ce que nous avons semble réel. Je t'apprécie vraiment et je ne veux pas perdre ça juste parce que nos ex sont des gens horribles et destructeurs. Si tu ressens la même chose, tu devrais m'appeler. Je l'ai rappelé avant même qu'elle ait eu le temps de raccrocher. On a fait un pacte, on ne parlerait plus jamais d'eux. Jackson et Evelyn étaient un chapitre clos, une note de bas de page toxique dans notre passé. On pensait à l'avenir. Bien sûr, pour elle, c'était la vérité. Pour moi, c'était le mensonge le plus calculé de ma vie, car Jackson n'a jamais pensé au passé. Il était le centre de mon avenir. Avec le retour de Chloé, mon plan est passé à la phase suivante. Je suis devenu un élément permanent de sa vie et de celle de Léo. Je suis devenu celui qui était là. J'aidais Léo avec ses projets de science. Je l'emmenais à ses matchs de foot. Je lui ai appris à lancer une balle de baseball. J'étais là pour les cauchemars, les genoux écorchés et les fêtes d'anniversaire. Jackson était un visage pixelisé sur un écran qui envoyait une carte cadeau 2 fois par an. C'était moi qui bordais son fils le soir. Chaque photo que Chloé publiait de Léo et moi en train de rire.
Chaque anecdote qu'elle racontait à ma tante Carole sur ma merveilleuse relation avec son fils était un coup de poignard que je lui plantais dans le ventre à 10 000 mètres de distance. Mais ce n'était que de la guerre psychologique. Je voulais aussi lui mettre la main au portefeuille. L'entreprise de Jackson, je le savais par Carole, était une société d'import-export de niche. Il utilisait ses contacts au Royaume-Uni pour importer des produits de luxe britanniques en Australie. C'était une petite start-up fragile. Moi, en revanche, je travaillais pour une grande entreprise de logistique. J'avais accès à des ressources et des informations dont il ne pouvait que rêver. J'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé son principal fournisseur au Royaume-Uni. Je suis allé voir la division européenne de mon entreprise et je lui ai fait une offre irrésistible, un contrat à long terme et à gros volume qui a effectivement évincé Jackson. Ensuite, j'ai identifié ses 3 principaux clients à Sydney. Grâce à une série de rapports d'analyse de marché et de stratégies de prix concurrentiels, j'ai montré à ma propre équipe commerciale comment baisser les prix de Jackson de 20% tout en réalisant un bénéfice conséquent. Nous avons publié les 3 en un mois. J'ai vu son entreprise s'effondrer de loin, recevant des nouvelles d'une tante ravie, Carole, qui ignorait totalement que c'était moi qui tenais le couteau. Jackson est tellement stressé, disait-elle. Il dit que le marché est tellement concurrentiel. Il va peut-être devoir mettre la clé sous la porte. J'émettais des mots compatissants tout en savourant le doux goût de la victoire. Il y a 2 mois, Chloé et moi avons emménagé ensemble. Nous étions une famille. Je l'aimais, elle et son fils. Ma vie était parfaite. Une vie bâtie sur une vengeance pure et dure, mais elle était parfaite. Et je savais que le dernier acte allait arriver. Il y a quelques jours, Chloé a reçu le SMS. Il venait de Jackson. Arrivé jeudi. Nous irons chercher Léo vers 10 heures pour la journée. C'était ça. La confrontation. Je travaillais sur des scénarios depuis 5 ans. Je n'ai pas parlé à Chloé du sabotage de l'entreprise. Je ne lui ai pas dit que c'était une détonation planifiée. Je me suis juste assuré d'être à la maison à son arrivée. J'étais assis sur le canapé dans le salon, en train de lire un livre, quand la sonnette a retenti. Chloé est allée ouvrir. Je l'ai entendu dire « Salut Jackson ». J'ai entendu Léo crier « Papa ». Et puis le silence, un silence pesant. Je me suis levé et je suis entré dans l'entrée. Jackson se tenait là, son bagage à main à ses pieds. Il regardait Chloé, puis Léo, puis son regard s'est posé sur moi. Son visage a perdu toute couleur. C'était magnifique à voir. On voyait les rouages de son cerveau s'agiter, essayant d'assimiler une réalité impossible. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il a cherché du regard Chloé, puis de nouveau moi. Son expression est passée de la confusion à l'horreur naissante, puis à la rage pure et dure. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» finit-il par s'étrangler en me pointant un doigt tremblant. « Il vit ici », dit simplement Chloé, son bras protecteur autour des épaules de Léo. « Toi, espèce de fils de pute malade », gronda-t-il. Il ignora complètement Chloé et Léo, son monde se rétrécissant jusqu'à ne contenir que moi. « Tu as fait exprès. Tu as planifié ça. Ça t'a pris du temps, dis-je d'une voix calme et égale. Je m'appuyais contre l'encadrement de la porte, affichant une indifférence désinvolte. Je commençais à m'inquiéter que tu ne sois pas aussi intelligent que papa et maman le disaient toujours. Chloé me regardait maintenant, une lueur de confusion dans les yeux. Cela ne faisait pas partie de notre pacte d'aller de l'avant. Jackson se mit à hurler, une tirade d'insultes et d'accusations. J'étais malade, dépravé, un monstre. Je l'avais trahi. J'essayais de monter son fils contre lui. Je le laissais fulminer. Je le laissais vider son chargeur. Lorsqu'il s'arrêta enfin, haletant, je me détachai de l'encadrement de la porte et fis un pas vers lui. « Tu t'es trahi », dis-je d'une voix basse. « Soyons clairs, Jackson. Toi et Evelyn sur le lit de nos parents, c'était une trahison. Papa et maman me disant de pardonner à ton grand amour, c'était une trahison. Tu n'as pas juste eu une liaison. Tu as explosé. J'ai mis fin à ma vie et je suis reparti sans une égratignure. Tu pensais que j'allais quoi? Passer à autre chose. Oublier. J'ai ri. Un son froid et vide. Je n'ai pas avancé. J'ai rechargé. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas une blague cosmique. C'est un plan sur 5 ans, Jackson. J'en ai conçu chaque détail.
J'ai vu les yeux de Chloé s'écarquiller. C'était une nouvelle pour elle aussi. Tante Carole était une merveilleuse source d'informations, d'ailleurs. Elle m'a tout raconté sur le déménagement de Chloé et de Léo à Sydney, alors j'ai trouvé un emploi à Sydney. Je n'ai pas été confronté au train-train quotidien. Je connaissais l'emploi du temps de Chloé depuis un mois avant de croiser ce serveur. Je n'aimais pas Captain America. Je savais que c'était le préféré de Léo. Je joue à un autre jeu, Jackson. Un jeu plus long. J'ai réfléchi. Il m'a juste regardé, le visage blême. Mais ce n'était pas suffisant de prendre sa famille, ai-je continué, les mots ayant le goût du bon vin. Il fallait perdre. Tout est comme je l'ai fait. Au fait, comment vont les affaires? Le marché est difficile, paraît-il. C'est incroyable ce qu'une entreprise de logistique internationale peut faire à la chaîne d'approvisionnement d'un petit entrepreneur quand elle est bien motivée. C'est là qu'il a craqué. La prise de conscience l'a frappé d'un coup. La famille, l'entreprise, tout était moi. Il s'est affaissé comme une marionnette dont les fils ont été coupés. Toute combativité l'a quitté. « Tu es un monstre », a-t-il murmuré. « Non », ai-je dit d'une voix dure comme l'acier. « Je suis ce que tu as fait de moi. Tu m'as pris ma femme pendant 8 mois. Je prends toute l'enfance de ton fils. Je suis celui qui est là quand il est malade. Je suis celui qui lui apprendra à être un homme. Un homme bon, pas une créature pathétique et égoïste comme son père. Maintenant, Chloé, Léo et moi avons des projets. Ta journée est finie. Sors de chez moi. » Il n'a pas protesté. Il s'est juste retourné, a pris son sac et est parti. Un homme complètement brisé. Quand la porte s'est refermée, je me suis tourné vers Chloé. Son visage était une tempête d'émotions. Le choc, la confusion, et quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Tu l'avais planifié », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Tout ça? Oui, j'ai dit qu'il n'y avait plus de mensonges. J'avais prévu de te retrouver. J'avais prévu de me venger de lui à travers toi et Léo. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était de tomber amoureuse de toi. Elle est restée silencieuse un long moment, me regardant simplement. Mon cœur battait la chamade. C'était le véritable acte final. Son verdict. Finalement, elle a fait un pas vers moi. Elle a tendu la main et a touché mon visage. Il m'a ôté la vie, a-t-elle dit doucement. Il a pris le père de notre fils. Il nous a quittés sans jamais se retourner. Tu es peut-être un salaud manipulateur. Elle s'est arrêtée et un sourire lent et menaçant a éclairé son visage. Mais tu es mon salaud manipulateur. Il l'a mérité. Il l'a mérité jusqu'à la dernière seconde. Et à cet instant, j'ai su que notre relation n'était pas fondée sur un mensonge. Tout reposait sur une vérité commune. Une vérité sombre, tordue et belle. Nous étions 2 survivants qui s'étaient trouvés. Et ensemble, nous avions mis à genoux l'homme qui nous avait fait du tort à tous les 2. Alors, est-ce grave? Ma famille le pense. Ils continuent d'envoyer leurs messages pathétiques et hystériques. Mais assis ici avec Chloé endormie dans notre lit et les dessins de super-héros de Léo sur le frigo, je peux vous dire une chose, la vengeance est un plat qui se déguste froid pendant 5 ans, accompagné d'une annihilation totale et absolue. Et c'est délicieux.